Allez, on est parti. C'est l'argent dans la banque. J'arrive pas à comprendre pourquoi Triple H, il aime pas l'argent dans la banque. Je sais pas, ça a l'air d'être le leitmotiv en ce moment à la WWE, l'argent dans la banque. Ouais, salut à tous, c'est Sturi. On est parti pour le Sturistradamus de WWE Money in the Bank 2025. WWE investit Los Angeles et ça se tiendra dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 juin 2025 depuis l'Intuit Dome de Los Angeles. Un endroit dont vous vous rappelez fatalement étant donné que c'était le lieu où s'est déroulé le tout premier épisode de Monday Night Raw diffusé sur Netflix. Ah ouais, bah elle est jolie l'arène. Un peu plus de 15 000 fans attendus pour cet événement. Il y aura un autre événement au Kia Forum de Los Angeles qui débutera à 21 h dans la soirée de Money in the Bank. C'est WWE Worlds Collide, la WWE fait face à la AAA, il y a déjà 5 combats prévus à l'affiche, et aussi on peut noter une très bonne fréquentation pour cet événement parce que plus de 10 000 fans sont attendus. On sera en live react pour cet événement parce que ma curiosité a été piquée, ça reste un moment historique, c'est un crossover entre deux compagnies, même si bon, on sait qu'il y en a une des deux qui a été rachetée par WWE. Pour Money in the Bank en lui-même, là aussi il y aura un live react sur twitch.tv/Sturi316 à partir de 1 h du matin. Pour suivre l'événement, vous avez le droit à deux options, soit vous êtes toujours abonné au WWE Network, pour la France, la Belgique, ça ne bouge pas, partout ailleurs dans le monde, bah la seule solution c'est Netflix, ou de passer par un VPN. On est toujours en partenariat pour les promotions sur le VPN, j'ai mis le lien dans la description. Et pour l'instant, on va pas se mentir, étant donné qu'on va aborder le vif du sujet, à l'heure où je vous parle, Money in the Bank ne contient que 4 combats sur sa carte. Alors attention, ce serait pas une première, WWE a déjà tenu des Premium Live Events avec uniquement 4 combats, mais ça concerne une autre stipulation phare de la compagnie, à savoir le Royal Rumble. Oui, on a déjà 2 matchs qui sur le papier prennent plus d'1 heure, je pense pas que les Money in the Bank cette année vont prendre plus d'1 heure, à moins d'avoir des gens vachement endurants ou de grosses histoires à nous raconter. Non, pour le moment, c'est uniquement 4 combats et aucun match de championnat majeur pendant ce Premium Live Event. Alors on va commencer par le sujet qui fâche, qui vous fâche probablement vous et qui me fâche également moi, à savoir ce combat qui est certainement prévu pour être le main event. Jey Uso, le champion World Heavyweight, et Cody Rhodes font face à Logan Paul et le champion WWE indisputé John Cena. Alors là, pour le coup, c'est un vrai combat d'exhibition qu'on aurait peut-être préféré voir à un Saturday Night Main Event, ou pourquoi pas sur un Premium Live Event en Arabie Saoudite, étant donné le prestige, apparemment, des 4 noms en question, ça on peut pas leur enlever. Jey Uso, c'est l'actuel champion World Heavyweight. Il a battu Gunther à WrestleMania. Pour l'instant, son règne tient bon, mais c'est un règne qui est particulièrement en danger, étant donné qu'il y a plein de gens qui lui font la cour. Un Jey Uso qui, en plus de ça, sera diminué suite aux assauts répétés des tsunamis de Bronson Reed lors du dernier épisode de Monday Night Raw. Pris en chasse, on le sait, par un Seth Rollins qui compte sur la mallette du Money in the Bank pour peut-être, déjà l'encaisser le soir même, pourquoi pas, c'est le projet, c'est l'ambition. Un Sami Zayn, un CM Punk qui n'ont pas caché non plus leurs ambitions, mais surtout un Gunther qui attendra de pied ferme Jey Uso le lundi suivant à Monday Night Raw pour jouer la revanche de WrestleMania. Alors Jey Uso, en difficulté, va devoir beaucoup s'appuyer sur l'homme frais du moment, l'homme mentalement pas forcément bien remis de sa défaite face à John Cena lors de WrestleMania, c'est l'American Nightmare, Cody Rhodes, qui peut profiter d'une victoire dans ce combat pour faire redémarrer le momentum et pourquoi pas aller challenger John Cena. Il y a quoi comme événement après? Ah oui, il y a l'Arabie Saoudite justement. Ou alors, il y a évidemment SummerSlam qui se tiendra sur 2 nuits. Logan Paul, tant qu'à faire, lui il est là parce qu'il a perdu contre Jey Uso, il s'est retrouvé mêlé dans cette histoire et il a été pris un petit peu sous l'aile de John Cena. On verra bien si les deux hommes réussissent à coexister, ils se font des belles paroles, ils se font des compliments. Il y a peut-être cependant un climat qui pourrait se rafraîchir et John Cena, oui, on va aborder le cas de John Cena. Je me souviens encore qu'il y a quelques mois, précisément en février, quand John Cena a tourné heel, on évoquait peut-être le plus grand heel turn de l'histoire. C'est toujours compliqué de se dire est-ce qu'un heel turn est le plus grand de l'histoire, surtout quand on compare à toute l'histoire, et notamment, voilà, celui à qui il a beaucoup été comparé, celui de Hulk Hogan en 1996, qui avait rejoint la NWO et avait transformé le paysage catchesque dans son entièreté, ça avait placé la WCW au-dessus de la WWF, et c'était indéniable. Ça s'est pas fait que grâce à ce turn, ça a été un travail de longue haleine et ça s'est tenu dans le temps. Le problème avec le turn de John Cena, c'est que ça lui a en effet amené le 17e titre qui a changé à tout jamais le visage de l'industrie. John Cena est désormais le catcheur le plus titré. Bravo à lui, au revoir Ric Flair.
Bon, mais son ambition de ruiner le catch a l'air d'être quand même un prétexte pour nous faire sacrément de la merde. Une défense de titre contre Randy Orton, gâchée par R-Truth, qui lui-même se fera gâcher tout court, hein, Saturday Night Main Event, et puis au revoir R-Truth, merci R-Truth, au revoir R-Truth, tiens, je me demande si à Los Angeles ça a pas chanté des We Want Truth pendant le match de John Cena. Et maintenant, là voilà, out of nowhere, il y a une association qui se fait avec Logan Paul. Écoutez, John Cena pour le moment peine à convaincre. Le temps passe, hein, il n'y a plus que 6 mois de run, est-ce qu'on va jouer toujours sur cette subtilité d'un John Cena qui aurait des regrets? Bon, il a pas l'air d'en avoir des regrets pour le moment. Est-ce qu'il pourrait peut-être influencer le résultat du match ou alors provoquer un gros angle d'aftermatch et potentiellement un cash-in de Money in the Bank? Alors en réalité, est-ce que le résultat a de l'importance? Il en a bien plus pour une équipe, à savoir celle de Jey Uso et de Cody Rhodes, pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire remonter le momentum de Cody Rhodes après sa défaite à Mania. Ça sera donc mon pronostic, un pronostic que je vous encourage d'ailleurs à faire sur notre partenaire, hein, univers-catch.com/prono. Faites vos pronostics, faites grandir la team Cessal Catch et la team Sturi 316. Et pour ce qui se passera dans l'aftermatch, ça, on en reparle lorsque j'aurai fait mes prédits pour le Money in the Bank. Et première prédit Money in the Bank, on va commencer par le féminin. 6 participantes et beaucoup de sang frais sur le papier. Déjà, Rhea Ripley. Rhea Ripley, c'est son premier combat Money in the Bank. Et ça a déjà été très marqué dans tous les sens, hein. Mami in the Bank, bien sûr. Depuis sa défaite à WrestleMania, elle n'a pas caché ses ambitions de revenir concourir pour le titre de Io Sky. Au vu de son palmarès, elle fait office de favorite naturelle du combat, une favorite qui pourrait peut-être cacher des surprises. 3 participantes en provenance de NXT qui vont concourir pour la première fois. Je vais tout d'abord parler de Roxanne Perez, arrivée dans le main roster côté Monday Nitro, impliquée en quelque sorte dans la storyline du Judgment Day et utilisée par Finn Balor pour essayer de faire péter un câble à Liv Morgan. Assez intéressant. On va pas enlever aussi autre chose, c'est que Roxanne Perez est une excellente workeuse, un record de longévité obtenu cette année au Royal Rumble, une excellente performance à Elimination Chamber. Elle va fatalement être attendue pour de gros moments dans ce combat et elle a de sacrés adversaires avec qui combiner. Pour la victoire finale, j'ai quelques doutes. Arrivées en même temps du côté de NXT, elles ont connu des succès différents. J'ai tout d'abord parlé de la catcheuse japonaise Giulia en provenance de Stardom, arrivée récemment dans le show bleu. Une Giulia qui peine un petit peu à trouver ses marques. Je pense que le heel turn était assez nécessaire du côté de NXT pour faire redémarrer la flamme. Mais pour le moment, ses positions main roster sont assez ambiguës. Elle a déjà des yeux sur le championnat des États-Unis, un championnat peut-être plus à sa portée pour le moment, et j'ai plutôt l'impression que la positionner au sein de ce combat Money in the Bank sera une belle vitrine pour elle. Elle est capable de prendre des risques. Un peu à l'image de Roxanne Perez, ce combat pourrait être une très belle tribune pour la présenter encore mieux au grand public. Celle en revanche qui cartonne tout depuis qu'elle est arrivée à la WWE, la première double championne NXT et NXT nord-américaine, c'est bien évidemment Stephanie Vaquer. Vraiment, il n'y a plus aucun doute, la catcheuse chilienne a pas mal d'arguments pour devenir une immense star à la WWE. Elle va certainement nous régaler de plusieurs face-off, déjà très anticipés avec Rhea Ripley. Les deux femmes se sont déjà croisées à Monday Nitro, ça s'est passé dans le respect, c'était backstage. Il y a aussi de quoi raviver un petit peu la querelle avec Giulia, la querelle avec Roxanne Perez, et pourquoi pas débuter de nouveaux intérêts avec des Alexa Bliss, qui est plutôt très forte, elle, dans le jeu des face-off. J'écarte pas du tout la potentialité que Stephanie Vaquer marque un grand coup et remporte la victoire finale, mais ce ne sera pas mon dernier choix. Et oui, même si Mami, elle est la favorite, je pense que ça va jouer plutôt entre Alexa Bliss d'un côté et Naomi. Pour l'instant, Alexa Bliss, son retour à la WWE s'est fait de manière assez discrète. Une apparition remarquée au Royal Rumble, on l'a totalement effacée des programmes à partir de l'Elimination Chamber. Pas de WrestleMania pour elle, c'est seulement quelques mois après qu'elle a fait sa réapparition aux écrans. Elle a un petit peu cette position de troublemaker backstage, on sait pas véritablement où va la conduire ce petit programme avec Charlotte Flair, mais elle peut clairement être l'un des personnages les plus intrigants avec la mallette entre les mains. Je le rappelle, cette mallette qui te confère une opportunité d'aller chercher le titre de ton choix, à Raw ou à SmackDown, quand ça te chante. C'est vrai, je rappelle pas à quoi ça sert le Money in the Bank. Il y a toujours des nouveaux qui arrivent sur la chaîne. Si vous êtes nouveau, dites-le nous. Si vous connaissez pas le principe du Money in the Bank, il y a des gens qui découvrent le catch sans arrêt. Très curieux également que Alexa Bliss, pour le moment, n'est aucunement mêlée à ce qui se passe avec les Wyatt Six, qui eux ont fait leur retour il y a 2 semaines à SmackDown et qui semblent être plutôt préoccupés par la division par équipe. Ma pièce sur Alexa Bliss, c'est vraiment une petite pièce pour un effet de curiosité, mais ma plus grosse pièce, je la mets clairement sur Naomi.
Voilà, Naomi, ça fait plus de 10 ans qu'elle est à la WWE et j'ai jamais autant routé pour elle qu'en ce moment. Il n'y a pas eu une grosse évolution dans son catch, hein, on sait tous qu'elle est capable, athlétiquement elle est très très forte. C'est juste que ce heel turn, mon dieu, merci. Et en plus de ça, il y a de la subtilité pour aller raconter des programmes derrière, que ce soit avec Jade Cargill ou que ce soit avec Bianca Belair. On a une histoire qui est très très forte et une Naomi qui pourrait jouer les meilleurs des opportunistes. J'ai l'impression que WWE a bien compris qu'il fallait capitaliser sur cette histoire. Ça s'est remarqué en donnant à elle et à Bianca Belair le segment d'ouverture du dernier épisode de SmackDown. Hein. Avoir un segment d'ouverture à la WWE, c'est pas donné à tout le monde. Il y a un côté un petit peu fou, un petit peu psychopathe qui me plaît pas mal. Et alors, pourquoi pas la jouer à fond la caisse et recouvrir cette mallette Money in the Bank de plein de rubans caution. Et j'ai bien dit caution, hein, caution, et pas autre chose. Régalez-nous mesdames, encore une fois, c'est un Money in the Bank très très frais sur le papier, beaucoup de nouvelles participantes. J'ai très hâte de voir comment tout ça se déroulera, et éviter peut-être les prises de risques inutiles, ce serait quand même dommage d'avoir des blessés à l'issue de ce match. La revanche de WWE Backlash chez Lyra Valkyria qui défend à nouveau le championnat intercontinental contre Becky Lynch. Deux petites clauses vous ont peut-être pas échappé sur ce combat. Becky Lynch concourra pour la dernière fois pour ce titre tant que Lyra Valkyria sera la championne. Et si Becky Lynch vient remporter la victoire, elle obligera Lyra Valkyria à lui lever le bras en signe de respect, comme elle à l'époque avait levé le bras de Lyra Valkyria quand elle l'avait battue du côté de NXT. Bon à l'époque, hein, Becky Lynch c'était encore un petit peu la mentor de Lyra Valkyria, les deux femmes étaient en belle entente. C'était une espèce de passation de main après un gros momentum accumulé par Becky Lynch pour sacraliser encore un peu plus le premier règne de championne NXT de Lyra Valkyria, c'était plutôt très très chouette. Aujourd'hui, la guerre elle est devenue très personnelle entre les deux femmes, ça a permis à Lyra Valkyria de se libérer un petit peu plus au micro, d'avoir ce temps d'antenne là, et ça permet surtout à Becky Lynch de remettre les points sur les i, l'église au milieu du village, c'est quand même l'une des top stars de la WWE, hein, tout court, hein. Je vais pas parler seulement que de la division féminine. J'avais adoré la première confrontation à Backlash, j'avais trouvé ça très très couillu d'avoir donné une victoire clean à Lyra Valkyria malgré les tentatives de gruge de Becky Lynch. Est-ce que LJ Cleary, le petit ami de Lyra Valkyria, va être impliqué de près ou de loin? J'ai l'impression qu'on a peut-être un petit peu oublié ce penchant-là. Il y a aussi un autre truc qui se fait pas mal oublier, c'est la potentielle présence de Bayley. On est en Californie, on est dans l'état natal de Bayley. Si vous voulez avoir une grosse pop WWE, c'est l'endroit parfait pour le faire. Alors Bayley, je l'attends 2 pieds fermes pour intervenir dans le combat. Et je vais de ce fait pronostiquer une victoire de Lyra Valkyria qui conserverait sa ceinture pour envoyer en orbite Bayley contre Becky Lynch. Lyra Valkyria derrière, elle peut avoir d'autres challengers. Il y a des Kairi Sane qui sont en train de gagner du momentum, Roxanne Perez pourquoi pas, Stephanie Vaquer. Est-ce qu'on a vraiment besoin de donner un nouveau championnat à Becky Lynch pour pouvoir raconter des choses avec elle? Allez, WWE, sortez-vous les doigts, bien évidemment qu'on n'a pas besoin toujours d'une ceinture pour raconter des programmes. Enfin, quatrième et dernier match au moment où on se parle, peut-être qu'il y en aura un cinquième d'ici SmackDown. Un SmackDown n'est pas encore passé, je ne sais pas encore si j'aurai le temps de faire un SmackDown recap. Ils sont 6 et pas de Strasbourg à participer à ce Money in the Bank masculin. LA Knight, yeah! Penta, Andrade, Solo Sikoa, Seth Rollins, El Grande Americano. Sachant que pour ce dernier, Chad Gable aura un combat plus tôt dans la soirée pour l'événement Worlds Collide où il affrontera pour le AAA Mega Championship El Hero del Vikingo. Alors pourquoi je parle de Chad Gable, El Grande Americano? Allez, vous savez pourquoi je dis ça. Bon, il y a peut-être un monde où Chad Gable, il n'est pas en état de combattre. Il aura donné beaucoup de son énergie dans la bataille face à El Hero del Vikingo et ça permettra peut-être d'avoir un autre participant qui ferait durer un peu plus le suspense. Avant d'arriver sur les autres participants, il y a un truc dont je voudrais parler. Ok, on sait Triple H, il est pas fan du concept de la mallette. Il y a un truc là, j'en peux plus, c'est le concept de comment on se qualifie pour le Money in the Bank. Ça a été uniquement des combats que le menace. Alors c'est pas la première année, ça permet de créer une dynamique un petit peu plus stratège et ça donne souvent de très très belles actions. Mais voilà, un combat à 3, c'est surtout pas de disqualification. Alors autant chez les femmes, il s'est passé quand même quelque chose d'un petit peu fou, vous l'avez oublié, combat qualificatif féminin qui s'est déroulé avec une vigilance extrême. Le combat qui avait opposé Michin Miaim à Alexa Bliss et Chelsea Green, Bifab, la pote de Michin Miaim, avait communiqué sur l'interdiction d'intervention extérieure qui aurait favorisé potentiellement Chelsea Green. La vache, Bifab elle est bien plus autoritaire que les general managers. Et il faut les remplacer, Nick Aldis et Adam Pearce, il n'y a plus rien qui va. Si on avait eu Bifab partout, il y a une paire de matchs qu'on aurait dû recommencer parce que la vache, le nombre d'interventions extérieures qualifiées des gens à Money in the Bank, ça m'a rendu fou.
C'est peut-être un point de détail pour vous, mais vous le savez, la cohérence lui accorde un petit peu d'importance. Alors revenons à ce qui compose ce Money in the Bank masculin. On a parlé de El Grande Americano, j'y vois pas beaucoup de chance pour remporter la victoire finale, peut-être un clin d'œil, peut-être j'en sais rien. C'est quand même une gimmick un peu étrange, El Grande Americano. Mais parlons tout de suite de Andrade. Oh, l'anomalie Andrade. Andrade, avec tout l'amour et tout le respect, je suis très content qu'il soit dans ce combat, il va très certainement nous faire des très jolis spots, mais Andrade, on croit plus trop en lui pour l'instant. Et les Knights, yeah. Par pitié, lui, séparez-le des Samoa, on n'en peut plus. LA Knight est toujours soit aux prises avec des Samoans, soit avec Shinsuke Nakamura, qui, si vous êtes des habitués de la chaîne, doit être Samoan aussi lui quelque part. Alors il y a 1 an ou 2, j'aurais dit clairement, vas-y, LA Knight, on lui donne la mallette et ça va être très très cool, mais là, cette fois-ci, j'ai un petit peu plus de doutes. Penta, on sait très bien quelle caution sera pour Penta, ça sera de nous faire des spots incroyablement originaux et peut-être dangereux. Il va y avoir probablement quelques petites dingues avec Andrade et ça va les mettre en lumière, bravo à eux, tant mieux, c'est bien d'avoir Penta dans ce genre de match. Solo Sikoa, j'ai un petit peu plus de doutes parce que Solo Sikoa avec la mallette, ça lui permettrait de reprendre un petit peu du pouvoir sur notamment celui qui est un peu le mouton noir pour l'instant dans sa bloodline, à savoir Jacob Fatu. Ses ambitions, elles sont très très affichées, prendre le trône, prendre le pouvoir, reprendre peut-être un jour son Ulafala. Et il pourra aussi peut-être compter sur la présence aux abords du ring d'un certain JC Matteo pour lui couvrir ses arrières. Mais voilà, il y a un autre homme qui a quelqu'un pour couvrir ses arrières, et pas qu'un peu d'ailleurs. C'est Seth Rollins, et Seth Rollins s'y fait naturellement figure de favori pour ce combat, et ça sera d'ailleurs mon pick pour le choix final. Je pense que Seth Rollins va remporter le Money in the Bank avec Braun Breaker, Bronson Reed et Paul Heyman en police d'assurance. À mon sens, tu peux y mettre des CM Punk, tu peux y mettre des Sami Zayn, tu peux même faire revenir le gros chien, Roman Reigns. Je pense que rien n'y fera, le projet est trop bien écrit, il est cohérent, Seth Rollins va très rapidement reprendre le trône à la WWE. Et ça passera par le Money in the Bank. Alors justement, je pars en total fantasy booking, je pense pas qu'il va redevenir champion le soir même en revanche. Les interventions de Sami Zayn et de CM Punk, je les vois bien arriver pendant le Money in the Bank pour contrecarrer justement Braun Breaker et Bronson Reed. En revanche, ça n'empêchera pas Seth Rollins de prendre la mallette, mais peut-être de réussir ou de rater son cash-in dans le dernier segment de la soirée, ce qui va être le main event, où un certain Jey Uso, un certain John Cena seront dans les parages. Ça sera probablement le moment parfait pour mettre le petit ingrédient qui l'occupera pendant cet été, à savoir Roman Reigns. Si on a bien un Seth Rollins, ce Jey Uso qui se décide en dernière minute, suite à un cash-in, je vois bien Roman Reigns gâcher l'opportunité à Seth Rollins. En plus de ça, ce serait mignon, tu vois, Roman Reigns, il viendrait sauver Jey Uso, qui lui dira « J'avais pas besoin de toi, j'aurais pu le battre !» Et ça, peut-être que ça racontera des choses un petit peu plus tard, mais Roman Reigns, Seth Rollins, ça semble être le gros programme ancré pour cet été. Si Money in the Bank, ça reste un événement qui se tient sur uniquement 4 matchs, il va falloir s'attendre à ce qu'il y ait quelques angles d'aftermatch qui traînent un petit peu. Sinon, à tous les coups, on se retrouve avec un événement où on aura à peine 40 minutes de catch sur quasiment 3 heures de programme. Bon, ça, on a l'habitude maintenant. L'argent dans la banque. Qu'est-ce que vous pensez de ces prédictions? N'hésitez pas à me faire les vôtres. C'en est tout pour moi, c'en est tout pour ce Sturistradamus. Les prochains rendez-vous, vous les connaissez, ça sera donc sur twitch.tv/Turi316 pour les live react de ce week-end. Et on se retrouvera pour débriefer ça dans un Qu'est-ce qui s'est passé. On reprendra le rythme des Raw Recap et des SmackDown Recap. Je parlerai évidemment de ce qui se tramera en amorce de AEW All-In que j'attends tout particulièrement le 12 juillet au Texas. Tout le monde reste fort, c'était Sturi. Ciao, bye bye.